de dérouler, on va dire, cette soirée jusqu'à 20h et donc l'échange. Donc, on va commencer par une introduction. Vous voyez, les prédits 45 et les 46, on est pile poil dans les temps. Ensuite, on va pouvoir attaquer les échanges avec Jean-Marc, effectivement, sur le sujet du jour, donc les KPI et la valeur ajoutée. Et puis ensuite, on aura un temps de questions. Pendant l'intervention, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre aussi du temps pour creuser certains points. Il y a des éléments aussi qui seront affichés pour nourrir tout ça, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Et puis, après, on pourra passer à la suite. Je vais juste rapidement vous parler de French Produit, parce que on vient de se lancer sur Rennes, il y a déjà un réseau national qui existe. Aujourd'hui, French Produit, c'est une communauté Slack qui compte pas mal de personnes et qui est vraiment utile parce que c'est vraiment un échange autour de pairs, autour des produits, sur différents aspects, l'organisation, la tech. Et donc, du coup, c'est un vrai centre de ressources et qui organise aussi pas mal de choses. Il y a les chapters régionaux, donc celui de Rennes qu'on vient de créer avec Sarah. On verra qu'il y en a un peu partout en France et qu'il y a une animation qui est faite autour de ces chapters. Il y a des initiatives, donc il y a French IPO que vous avez vu au-dessus. Il y a un échange autour de CPO qui vont aussi aider les gens sur différentes problématiques. On a du mentoring, on a pas mal de choses qui sont proposées de cette manière-là. Il y a des ressources. Donc là, aujourd'hui, le meet-up qu'on fait va être filmé et va être mis à disposition. Donc il y a des replays de tous les meet-ups qui sont organisés un peu partout en France. Et puis différents ressources spécifiques. Donc le fameux Slack qui grossit de jour en jour. À peu près 3000 personnes dessus, que ce soit des designers ou des product managers, des product owners. Voilà, c'est tout type de personnes qui touchent aux produits, des personnes qui sont plus en marketing et en data. C'est vraiment quelque chose qui est assez riche et qui est précieux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir nous rejoindre. On a également une initiative qu'on souhaite vous présenter avec Sarah, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, on va dire, sur Rennes et qu'on a lancé après derrière la communauté et le chapter. L'écrou, c'est une proposition de fédérer 4 à 6 personnes dans différentes villes ou en visio, ça dépend un peu du format que vous choisissez, et qui permet un peu de monter des groupes de communautés qui vont pouvoir se rejoindre. Donc, il y a une auto-formation après derrière qui se fait, et ça permet comme ça d'avoir un groupe de personnes avec qui échanger dans le temps pour pouvoir parler de différents aspects du produit. J'ai pu en suivre un en ligne où je suis avec vraiment différents profils un peu partout en France, avec des profils, on va dire, plus ou moins seniors, et c'est toujours précieux de pouvoir échanger, d'avoir vraiment une communauté sur laquelle il y a un suivi qui vient vraiment en complément des meet-ups qu'on propose aujourd'hui. Et donc les chapters, comme je vous disais, donc vous voyez qu'on est un peu partout en France. Donc on a réussi à monter Rennes parce que jusqu'à présent c'était Nantes, Bretagne. Donc voilà, ça faisait un peu mal. On a quand même réussi à stopper cette hérésie, on va dire. Mais voilà, en tout cas, il y a des événements aussi qui sont proposés sur Nantes. Donc si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et donc effectivement sur les autres villes en France, forcément il y a un dynamisme plus fort à Paris, mais il y a quand même des événements un peu partout maintenant en France qui s'organisent. Nous sur Rennes, l'ambition c'est d'avoir à peu près un meet-up par trimestre, et d'essayer d'organiser à côté des événements un peu plus informels, soit des after-work, soit des déjeuners qu'on a déjà fait, à peu près avec 10 personnes à chaque fois pour essayer d'échanger un peu plus pratico-pratique, on va dire, avec certaines personnes. Sachant que le prochain sera normalement mi-juillet, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est ça, donc c'est pour des personnes qui vont venir débriefer la conférence Sigma, donc pour ceux qui sont plus design, qui sont intéressés par cette conférence, qui vont un peu débriefer les grandes choses qu'ils ont pu voir et puis un peu donner l'envers du décor. Donc effectivement, l'équipe est donc composée de Sarah et Yvan qui vous ont accueillis ce soir. Si vous avez des questions, si vous voulez proposer des sujets pour les prochains meet-ups, on a déjà un petit stock, mais n'hésitez pas. Si vous voulez également nous sponsoriser, n'hésitez pas. TAC, c'est le sponsor national, mais voilà, on a aussi la possibilité d'accueillir des sponsors locaux, sachant que Between, nous accueillons ce soir, ça fait partie déjà de cette logique-là. Mais voilà, en tout cas, on essaiera comme ça de vous proposer des choses. Donc il y a le groupe Meetup, on essaiera également d'avoir des communications à côté, plus le Slack. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre et à participer à ces échanges-là, parce que c'est vraiment assez précieux. Et puis c'est vrai que sur Rennes, c'était quelque chose qui nous manquait. C'est pour ça qu'avec Sarah, on a voulu le lancer et qui vont nous a rejoint, parce qu'on avait un peu un manque sur le produit. Il y avait des choses sur l'agilité qui sont déjà existantes, mais sur le produit purement, on va dire, sur cette partie-là, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Je devais laisser la parole à Yvan, qui m'a lâché. J'ai essayé de meubler, mais j'ai pas réussi à meubler complètement. C'est pas mal. Ouais, c'était pas mal, hein, mais j'ai pas réussi à aller plus loin. Une blague, danser. Quoi? Une petite danse. Ah, je peux danser aussi, il n'y a pas de problème. Et voilà, bravo. Et
Eh ben, merci à vous pour votre présence ici. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pas dans le locaux, mais dans le GHO de Rennes, donc ancienne halle Auberture, où se situaient les industries de conception des calendriers. Et désormais, c'est réhabilité en différents espaces. Et du coup, Between, on est arrivé ici il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc Between, ici présent, c'est donc une société dans le monde du logiciel SaaS, dans la HRTech. Et donc, moi, en tant que grand chevalier, historiquement, je suis arrivé à peu près à cette date-là, en 2015 même. Donc, on est historiquement un cabinet de recrutement. Et en fait, nos cofondateurs ont décidé de créer un outil pour les aider dans le recrutement. Alors, pas avant 2015. Et quand je suis arrivé, on était 3 et donc on a bien grandi depuis. Donc, on a approché 100 collaborateurs et on connaît à toute phase des problématiques produits. Voilà. On a bien grandi aussi par l'internationalisation. On a fait des rachats aussi de logiciels concurrents. Donc, c'est pareil, c'est des sujets qui ne sont pas forcément très faciles à aborder, mais c'est super intéressant de pouvoir échanger avec des pairs pour savoir comment on passe un cap, on va dire. Et donc ici présent, Nélia et Laïs qui sont derrière, qui sont les 2 PO de Between, donc avec lesquels vous avez l'occasion d'échanger tout à l'heure. Donc rapidement, donc, notre logiciel, c'est un logiciel de recrutement. Donc dans le monde RH, nos clients, ça va être toutes les sociétés qui vont recruter au moins 5, vont faire 5 recrutements par an minimum. On va avoir tout un outil de diffusion d'emploi, de gestion des candidatures, etc. Donc voilà, et c'est pas la next step. Voilà, et on recrute justement chez Between au poste de product owner. Donc on a un poste d'ouvert actuellement et peut-être un deuxième. Ça évolue très très vite, donc voilà. Et pareil, c'est pas encore affiché explicitement, mais peut-être que dans le monde de l'UI UX, on aura aussi des besoins dans les mois à venir. Voilà. Donc, c'est l'occasion d'échanger. Donc, merci pour votre présence. Et puis, du coup, je laisse Jean-Marc. Bonjour à tous et merci d'avoir préféré venir ici que de voir le match. Déjà. Cool. Non, vous verrez le match normalement si je parle vite. Pour me présenter rapidement, donc moi j'ai fait quelques débuts de boîte. J'ai fait Mythique en 2005, on n'était pas très nombreux, on était une trentaine. J'ai eu la chance de faire Blablacar en 2009, où j'étais le 5e salarié. On va en parler un petit peu. Je suis resté 10 ans. J'ai fait toute la phase de 5 à 500. Je suis parti en 2019. Dans l'équipe surtout tech, mais équipe ingénierie, mais plutôt sur la partie comment on fait une équipe qui fonctionne en fait, entre codef et ingénierie. Et les 2 dernières années, j'ai monté une business unit chez Blablacar. Après ça, je me suis un peu cherché. Il y a eu le Covid qui est arrivé. J'ai testé 2 autres boîtes sur Aircall, vous connaissez peut-être, et Back Market. Et en fait, il y a un côté où je tournais un petit peu en rond, je me suis posé pas mal de questions. Et ce qui me plaisait vraiment, ce qui me plaît aujourd'hui, ce que je fais maintenant, c'est accompagner des boîtes en tant que executive coach, pardon, donc accompagnement individuel de CTO ou de manager, ou accompagnement beaucoup plus opérationnel, comme avec Between en ce moment, sur comment, j'appelle ranger un peu la chambre, là, c'est comment recréer du lien entre la tech, le delivery, le produit et le reste de la boîte. Comment parler en langage commun, comment mettre en place des métriques, etc. Comment faire une équipe qui délivre mieux, on va dire. Voilà. Donc on va parler. Vas-y, tu veux parler Non. Alors, on va essayer d'interagir. Vas-y. Non, effectivement, l'idée c'est de poser plusieurs questions. C'est pour ça que je vous ai dit, on a préparé quelque chose avec une trame pour pouvoir à vous apporter en tout cas des réponses par rapport au sujet des KPI et des métriques. Il y a quelques petites questions effectivement qui interviennent comme ça. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions à un moment donné, n'hésitez pas et on pourra interagir. On va essayer d'avoir un fil conducteur tout le long de la présentation. Mais c'est effectivement la première question qu'on avait à te poser. C'est donc quand est-ce qu'on doit suivre ces métriques? Très bonne question. Oui, n'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions, quoi que ce soit. On n'a rien écrit spécial. Donc, ça peut être une discussion avec grand plaisir. Alors, quand est-ce qu'on met en place des métriques? Donc ça, c'est un sujet qui revient assez souvent dans justement les boîtes que j'ai accompagnées, là où j'ai travaillé. C'est il en faut, etc. Donc, c'est pas forcément la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi. On en parlera souvent, ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel problème on veut régler?
Typiquement, ça, c'est les questions que j'ai souvent. Vous avez peut-être déjà entendu, il y en a peut-être une qui va vous faire sourire. Une que j'entends tout le temps, c'est la première. Dans tous les boîtes, et notamment chez Blablacar, hein, on a eu pas mal de trucs comme ça, où notamment le Frédéric Mazzella, le CEO, il me disait, bah, je comprends pas, on a recruté 2 fois plus, on va pas 2 fois plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais cette question hyper intéressante. Moi, ce que j'aime bien, enfin, depuis tout petit, bon, j'ai fait pas mal mes études dans la physique, etc. J'aime bien comprendre comment les trucs marchent à l'intérieur. Quand j'ai un symptôme comme ça, je me dis, bon, en fait, le symptôme, c'est super intéressant, mais voilà, la vraie question, c'est pourquoi. Je crois beaucoup en l'humain, etc. Je me dis, c'est pas les gens qui arrivent et qui foutent plus rien d'une seconde à l'autre comme ça, il y a quelque chose d'autre derrière. Donc, il y avait notamment, il me disait, bah, fais en sorte qu'ils arrivent à 9h et qu'ils partent à 18h. Okay, je ne voyais pas imposer des horaires, je ferais ça débile. Ou comment rendre des équipes plus productives ou plus performantes. Ça, je les ai retrouvés dans toutes les boîtes où je suis allé. C'est assez marrant. Donc, il y a le phénomène du thermomètre. On va mesurer quelque chose, on va se dire, bah, tiens, il a de la fièvre, on va lui donner un médicament. Mais c'est peut-être pas peut-être qu'il y a autre chose derrière, en fait. Peut-être que cette maladie-là, c'est peut-être pas le bon truc. Il y a peut-être d'autres symptômes. Le vrai truc derrière ce qu'on avait avant, là, on l'a recruté 2 fois plus, on va pas 2 fois plus vite. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de creuser vraiment la cause. De mon côté un peu scientifique, j'ai pas mal enquêté auprès des devs, auprès de tout le monde. Alors, je ne sais pas si je suis dans l'ordre. Alors, ouais, j'ai fait un petit test avant. Donc, ça, je suis complètement dans le désordre, désolé. Mais typiquement, quand on a mal au crâne, il peut y avoir plusieurs origines, plein d'origines différentes. Donc, ça, c'était pour illustrer. Je reviens sur mon truc. On a recruté 2 fois plus, on va pas 2 fois plus vite. Les équipes ne travaillaient pas beaucoup. Mettaient 2 heures pour manger, elles arrivaient tard, elles n'étaient pas motivées, enfin bref, ça n'allait pas trop. Donc la solution instantanée, c'était imposer les horaires. Action-réaction, on fait ça. Arrêtez le télétravail, ça c'est d'actualité, je pense que vous l'avez certainement entendu dans vos boîtes respectives. Ça ne marche pas le télétravail, on arrête, on fait comme ça. Le vrai truc, c'était la perte d'engagement. En fait, les ingés, notamment, enfin pas que les ingés, mais n'étaient plus du tout engagés dans l'objectif de la boîte, là où on allait, etc. Pourquoi on me demande. Donc ça c'était. Alors je vais passer à la slide d'après. C'est hommage à notre nouveau CTPO qui m'a parlé de ça, du bateau qui s'appelle Yvan, qui arrivait il n'y a pas longtemps, qui parlait du bateau du Zodiac et du paquebot. En gros, l'image, c'est qu'on a une petite boîte, donc là. Donc on n'était pas très nombreux chez Blabla à ce moment-là. Donc c'était plutôt le Zodiac, quelque chose de très. On communiquait très bien, c'était très maniable. Ça avançait plutôt bien. Et puis à un moment donné, on était tous mandats là. Et on est devenu un gros paquebot et on avançait de manière beaucoup moins agile. Mais on va dire, bah oui, mais à ce moment-là, pourquoi on grandit? Parce qu'on est moins agile. Enfin, on peut quand même transporter beaucoup plus de choses, faire beaucoup plus de choses. Donc c'est quand même vachement mieux. Donc, en fait, il faut revenir un petit peu sur le côté inspiration des équipes. Donc, comme elles n'avaient pas. Quand on est tout petit, en fait, la communication passe très bien. On sait où on va, tout le monde sait à peu près, on est très aligné. Et quand on est plus grand, en fait, vous avez des grandes. Enfin, vous êtes quelle taille de boîte à peu près vous avez des boîtes de plus de 100 personnes ici? Ouais, donc vous avez peut-être vu un peu ça déjà, où les ingés sont très loin, ils ne savent pas pourquoi. Vous pouvez poser une question très intéressante. Vous allez voir vos ingés demain et vous leur demandez, on va en parler après, mais comment tu sais que tu travailles sur les bons sujets? Juste ça. Les réponses, c'est un peu triste parfois. Donc, par contre, c'est un symptôme super intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont très très loin de la vision de la boîte, de ce qu'il faut faire, de la valeur à apporter. Et du coup, ils se contentent de ce qu'on leur donne, et ils prennent le backlog, ils font leurs tâches, etc. Donc en fait, pour faire la tâche qui convient et faire le boulot d'ingé qui est vraiment de trouver une solution ingénieuse à un problème, il faut pour faire du spécifique, il faut d'abord créer de l'émotion. L'émotion, ça vient par rapport à la vision, à l'inspiration. Je vais vous illustrer ça après. En gros, c'est de dire, on veut atteindre cet objectif-là. Donc, on va parler de KPI et de métrique après. Ça génère une émotion, c'est trop bien, j'ai envie de le faire. Du coup, comment je peux faire, comment je peux t'aider? En fait, on met en mouvement, etc. Là, aujourd'hui, dans les grandes boîtes, plus de 100, plus de 150, souvent, on n'est que là, on n'est pas du tout là. En fait, on dit, faut faire la tâche, faut faire ça. Tiens, qui a entendu parler de dette technique? Qui fait la dette technique dans sa boîte? Il y a le fameux projet, on a un projet de dette technique qui va durer 6 mois. On n'a pas le choix, sinon on va dans le mur. Alors, zéro émotion, ça marche pas. Et ça, c'est côté tech, mais après, il y a l'autre côté aussi. C'est, tiens, il faut faire ça. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Ça, c'est l'exemple du marathon. Ça, c'est un truc de coach, mais si vous faites de la visualisation, si vous imaginez un peu l'objectif final,
bah, vous avez votre cerveau qui a commencé à s'habituer, créer un peu de dopamine, et puis il va se mettre en mouvement un peu plus naturellement. Si je vous dis juste, ben, tiens, on fait un marathon dans un mois, vous allez dire, ouais, super. Mais par contre, si on est quand même plus motivé par un objectif de forme, de ce qu'on veut, voilà, on va être beaucoup plus apte à faire ce genre de truc. Ça marche aussi pour le travail. Vous connaissez ce genre de pyramide ou pas? En fait, en gros, ça décrit, en haut, c'est plutôt le côté inspiration, en bas, c'est le côté très spécifique. En gros, c'est comment sont structurées les différentes étapes de réflexion dans vos boîtes pour passer de l'idée à la tâche, en gros. Vraiment, que l'ingé fait sa tâche et à un moment donné, ça vient du cerveau de quelqu'un, du board ou autre. Et toutes les différentes étapes pour y arriver. Donc là, on l'a un peu simplifié. En gros, c'est votre boîte, elle a une mission, elle a une vision. C'est où est-ce qu'on doit aller, être le numéro 1 en Europe, je sais pas quoi, de votre métier. Pour ça, on a des North Stars. Ça vous parle des North Stars? À qui ça parle des North Stars un peu? Donc ça va à peu près. Donc, les North Stars, c'est vraiment quelque chose de très concret. C'est quelque chose, là, c'est l'objectif, c'est la ligne d'arrivée du marathon, en fait. C'est vraiment, on arrive à voir le truc. Il faut que ça soit quelque chose de très mesurable et que vous puissiez avoir une image mentale de ce que ça peut représenter. Passer de 500 à 1500 clients à la fin de l'année. Objectif SMART, ça vous parle aussi ou pas? C'est vraiment quelque chose où c'est simple, mesurable, on imagine très bien le truc, on voit que c'est à la fin de l'année et on sait à un moment donné qu'on va pouvoir mesurer si c'est OK ou pas. Si vous faites des North Stars qui sont relatifs, du genre faire plus 10%, vous allez avoir du mal à tester, mais plus 10% par rapport à quoi à la fin de l'année, c'est pas pratique. Un exemple peut-être à nous donner par rapport à Blablacar, vous avez comme North Star? Ouais, bah, typiquement, un truc très, très simple, c'était sortir un nouveau pays. J'en ai eu pas mal, mais ça, c'est une très simple. C'est par exemple, tiens, on va lancer la Pologne. Le paiement sur la Pologne au mois de mars. Il faut lancer la Pologne, le paiement en Pologne au mois de mars pour le covoiturage. Donc ça, c'est un truc très clair. On voit très bien, tout le monde est aligné. Et vous dites juste cette phrase-là, tout le monde comprend ce que c'est instantanément. Il n'y a pas besoin d'être tech ou business ou autre. Ça aligne tout le monde qui comprend ça. Donc, du coup, comment on fait? On crée une équipe qui a cette mission-là. Et voilà, c'est très clair, ces missions-là, les projets derrière, on s'en fout. En fait, il faut juste que le paiement marche en Pologne à la fin de l'année. On ne dit pas ce qu'à l'équipe ce qu'elle doit faire. On dit juste cet OKR-là, on en parlera après. C'est ce ça. Si je garde l'exemple de la Pologne pour la North Star, après les bêtes, c'est un peu la stratégie. C'est comment on fait pour y arriver. Ça, plus on descend, plus c'est malléable, en fait, plus on peut le changer. La vision de la boîte, c'est le truc le plus structurant. Et, bonjour. J'aime bien mettre un peu mal à l'aise les gens qui arrivent en retard. Bienvenue. Présentez-vous, je suis ici. Donc les bêtes, c'est quelque chose qui peut changer au cours de la mission, c'est pas très grave. Du moment que la North Star y atteint. Un exemple très connu aussi, c'est celui d'Elon Musk et SpaceX. Sa vision, c'est que les hommes puissent vivre sur plusieurs planètes. Une des North Stars, c'est en 2028-2027, il faut qu'il y ait des hommes qui atterrissent sur Mars. C'est un truc qui vous imaginez bien le truc, vous avez l'image de personnes qui arrivent sur Mars cette année. Et c'est bête, vous retrouvez pas mal d'articles là-dessus. C'est bête, c'est de dire, alors au début vous dites ça, vous dites oui, il est complètement fou. Enfin, à l'époque, maintenant on sait qu'il est fou maintenant, mais on sait qu'il peut y arriver. À l'époque, c'était bon, il est gentil, mais personne n'y arrivait, c'est trop cher, etc. C'est bête, c'était un, faire une fusée avec un nouveau carburant, deux, faire une fusée qui réatterrit, trois, faire une fusée qui réatterrit avec des gens, etc. Jusqu'à sur la Lune, etc. On voit tout le plan, on dit, déjà, en voyant le plan, on dit c'est un peu inspirant, c'est quand même pas mal ce plan-là. Il y a un truc intéressant, mais une fusée qui a atterri, ça marche pas. Et je sais pas vous, mais la première fois que j'ai vu la fusée réatterrir, je fais ah ouais, il va y arriver ce coup en fait. C'était quelque chose d'assez au niveau émotionnel, genre presque je vais mettre une vidéo, j'ai oublié, mais émotionnellement on se dit putain, en fait c'est fort en fait, c'est très très fort. Et si vous arrivez à faire ça dans vos boîtes, ça crée cette émotion-là qui emporte vraiment tout le monde. Alors c'est difficile dans chaque boîte de faire une fusée qui a atterri, mais un truc qui inspire un petit peu, c'est vraiment l'image. Et après les bêtes, typiquement pour les bêtes, là, quand c'est pas une fusée, mais sur Blablacar, c'était ouvrir la Pologne le paiement. Bah, les bêtes, c'était de dire parier sur un prestataire de paiement ou lancer sur le paiement d'abord et faire un autre test, machin, ça. Donc, on fait des paris, puis après on les valide au fur et à mesure via des métriques. Et après les OKR, ça je pense que vous connaissez un peu tous. Et on en parlera après aussi. Et après, derrière, après le OKR, vous avez la roadmap. Donc, plus vous descendez là, plus vous êtes dans le spécifique, plus vous êtes dans les équipes, dans le concret, dans le réaliste, plus vous êtes en haut, plus vous êtes inspirationnel. Et tout l'enjeu, c'est de rétrécir la distance entre les deux. Donc, plus la boîte grandit, comme vous avez vu tout à l'heure, plus on est très loin. Et là, on voit bien que ça s'est éloigné, donc qu'on est assez loin, et l'importance de rétrécir tout ça. Et oui, en fait, on va parler des indicateurs, mais à chaque étape là, il faut des indicateurs pour vérifier si on va dans la bonne direction.
Non, si tout va bien. Ça va, vous en avez pas? Vous pensez au match? Non, ça va. Ça, c'est ça que j'avais fait chez Blabla en 2016, je crois. Il y a assez longtemps, pour justement essayer de schématiser comment ça fonctionnait à l'époque. C'est un peu la même chose que ce slide d'avant, mais avec des vocabulaires un peu différents. En fait, ce que je m'étais aperçu, ce que je vous ai raconté avant, c'est exactement ça. C'était ceux qui sont à la tâche ici. En fait, j'étais très loin de ça. Donc, en fait, il fallait du leadership, là, beaucoup de leadership pour redescendre ça le plus bas possible. Et inversement, en fait, évidemment, c'est expliquer à la direction, à tout le monde qui n'était pas dans l'équipe, ce qu'on était en train de faire pour réussir ça. Alors ça, en fait, juste pour une petite histoire, quand j'avais fait ça, pourquoi j'ai mis que 3 tâches ici? C'est pour expliquer que plus on est fin, plus on est dans l'expertise, plus on est court-termiste. Je ne sais pas si vous faites des roadmaps à 3 mois, mais vous savez très bien que vos roadmaps à 3 mois ne fonctionnent pas. Dans le mois, en fait, on arrive à 60-70% de ce qu'on s'est engagé. 2 mois, on perd déjà, on tombe à 20%, et 3 mois, on sait qu'on ne fera rien de ce qu'on a prévu il y a 3 mois. C'est juste pour illustrer ça. Et pour illustrer aussi le fait qu'il fallait s'adapter régulièrement pour revoir la roadmap, ça, on pourra en reparler. Les OKR, oui. Donc, en fait, pour illustrer les OKR, je parle tout le temps, mais tu... Non, vas-y, c'est que c'est fluide. Pour illustrer les OKR, donc vous faites tous des OKR. Qui ne fait pas d'OKR? Non, c'est très bien. Qui pense que les OKR, c'est bullshit? Très bien. En fait, les OKR, il y a pas mal de... Nous, qu'on a testé, au début, on a fait, comme tout le monde, on a fait en décembre, on a fait plein de sessions pour mettre en place des OKR, etc. Et OKR, à qui ça parle par OKR? Parce que, objectif, un qui résulte. Objectif, un qui résulte. En gros, c'est une manière de définir des objectifs avec une manière de le mesurer à la fin. Donc, genre, sortir la Pologne en mois de mars, tu sais que ça va te faire 1500 clients à la fin d'année, c'est très clair, tu as l'objectif. Je résume un peu, mais... Et en gros, ça, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup dans pas mal de boîtes, un truc un peu à la mode. Et comme beaucoup d'outils, on va en parler après, ce qui est hyper important, c'est l'intention que vous mettez derrière. Et quand on vous dit, souvent vous entendez un patron qui dit, tiens, j'ai mon pote là, qui a monté une boîte, il a mis les OKR, ça marche pas. On va faire pareil. Donc nous, on l'a fait. On a mis les OKR, on a mis 3 semaines, on a fait un truc super bien, hyper fier. On est parti, on a fait ça toute la boîte, puis on a travaillé, puis à la fin de l'année, on a dit, tiens, on va rechecker nos OKR. Bah tiens, on n'a rien fait de ce qu'on a prévu. Ça marche pas très bien. En fait, le vrai truc de ça, c'est... je sais pas si le vrai truc de ça, c'est suivre les OKR. En fait, tous ces outils-là, tous ces machins-là, c'est l'intention derrière que vous mettez. Et là, l'intention, c'est en fait, vous vérifier si ça marche, mais comment on fait pour vérifier si ça marche? Il faut le suivre, mettre des métriques en place, faut mettre des dashboards. Ouais, bon, c'est pas grave, on va en parler, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, on parlera de métriques après. Tout ce qu'on va parler après, là, tout ce qui est dashboard, tout ce qui est métrique, tout ce qui est KPI, il faut bien faire la différence entre reporting et indicateur. Le reporting, c'est très bien, mais c'est pas le même usage. Là, les indicateurs, ce qu'on met en place, c'est KPI, là, tout ce dont on est en train de parler, ça sert surtout à prendre des décisions. Pour moi, l'intention première de tout ce qui est KPI, etc., c'est l'aide à la prise de décision. Si ce n'est pas pour aider à prendre la décision, posez-vous des questions. En gros, souvent, parfois, vos chefs, ils vous demandent, au manager, au patron, ils vous demandent un reporting, quelque chose. Souvent, pas mal de gens le font sans trop comprendre pourquoi. Ils m'ont demandé ça, je le fais. Mais posez-vous vraiment la question pourquoi, en fait. Là, vous ferez des dashboards beaucoup plus pertinents. Donc, le reporting, c'est bien, mais pas pour le même usage. Si vous prenez l'exemple du GPS, par exemple, une sorte de reporting, vous savez où vous êtes à l'instant T, etc., mais ça ne vous aide pas forcément à prendre des décisions. Ça peut. Mais en général, c'est juste pour vous dire, OK, ça me rassure, je suis sur le bon chemin, etc. Donc, les KPI, c'est un peu autre chose, les métriques. Ouais, les deux grandes questions, c'est 2 questions que j'aime bien, je vous ai dit tout à l'heure. La première, les 2 grandes questions auxquelles les KPI doivent répondre, c'est est-ce qu'on est en train de travailler sur les bons sujets pour la boîte? Premier truc. Est-ce qu'on délivre bien? Imaginez ça, alors, les ingénieurs n'aiment pas trop ça, mais il y a une petite analogie quand même avec une usine qui fabrique un objet. C'est est-ce que l'usine est en train de fabriquer un objet qui sera utile derrière? Est-ce qu'il sait quel objet on fait? Est-ce que ça fonctionne bien, etc. Et est-ce que toutes les machines fonctionnent bien? Est-ce que la chaîne de production fonctionne bien? Si vous avez ces 2 réponses-là positives, déjà, c'est quand même hyper bon. Bon, après, il y a d'autres trucs derrière. C'est des questions très très larges qui sont vraiment attirantes.
avec plein d'autres questions derrière, mais ces deux premières questions, pour moi, elles sont assez clés. Vous connaissez tout ça ou pas? Dans notre chart que vous utilisez? En gros, c'est faites un peu d'agilité, du lean. Qui n'en fait pas? Alors en fait, c'est une manière de découper les tickets en toutes petites itérations, le plus petit possible, pour pouvoir mesurer en temps réel, enfin jour par jour, pour voir si tout va bien. En fait, tout ce qui est la philosophie lean, c'est vraiment découper pour s'adapter, pour mesurer, et pour s'améliorer en continu. En gros. Enfin, je résume rapidement, un peu vulgairement. Et ça, c'est une courbe qui permet de voir chaque jour. Donc le gris, là, c'est les week-ends. Et la courbe. Cette courbe-là, c'est la courbe idéale. Et ça, c'est la courbe de chaque ticket qui sont fermés chaque jour. Donc en fait, ce qu'on voit là, ce qui est intéressant, je ne sais pas, c'est un exemple que j'ai pris aussi sur Internet. Ce qui est hyper intéressant, c'est pour la prise de décision au niveau métrique. Ce qu'on mesure, c'est l'écart entre le standard, un peu l'écart au standard, et la réalité. Donc là, on voit bien que ça part un peu en couille. Idéalement, ça doit suivre là. Donc ça, c'est le genre de métrique délivrée pure qui aide à la décision. On se dit, là, manifestement, ils ont réagi. Pas du tout, ils n'ont pas réagi. Normalement, dès le début, on réagit pour ajuster, comprendre ce qui se passe et ajuster pour suivre la courbe idéale. On va faire un petit jeu. Vous êtes tous hyper attentifs. Est-ce que ces indicateurs sont bons pour vous? Non, pardon. C'est pas ça la question, c'est le qui, c'est ça. Non, c'est quel indicateur est bon? Oui, c'est ça. La question même posée. Quel est le bon indicateur pour vous? Le 1. Qui dit le 1? Voilà, merci. Exactement. En fait, les deux sont bien. Pardon, c'est une question piège. Les deux sont bien, mais ça dépend ce qu'on va mesurer. Ça dépend de l'intention qu'on met derrière. Typiquement, si je reprends l'exemple du bateau, là, du Zodiac, le A est quand même mieux. On ne va pas prendre le D pour un Zodiac, c'est un peu too much. Alors, c'est pas du bateau, le D, mais peu importe. Le B, pour un gros avion, c'est quand même plus sympa d'avoir le D que le A, quoi. Je peux rassurer. Donc, et encore, maintenant, je trouve que j'ai regardé un petit peu les photos, je suis surpris à quel point les tableaux de bord d'avion, ils sont vachement plus simples qu'avant, avec des écrans maintenant LCD, etc. Enfin, vachement plus simples, proportion gardée. Hein. Mais c'est plus tous les petits trucs, machin. Hein. Ouais. Donc, en fait, les deux sont bien, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le plus important, c'est que ça soit des données qui soient hiérarchisées. On voit très facilement l'information importante en premier. Le A est beaucoup plus facile. On voit l'information importante, c'est la vitesse, je sais pas quoi, c'est écrit, la direction, etc. Donc, les informations essentielles. Et vous, quand vous réfléchissez à vos métriques, ce qu'il faut, c'est pas avoir des métriques comme B si vous êtes dans A, ça n'a aucun sens. Mais avec l'intention que vous avez derrière, c'est mettre vraiment le minimum pour piloter votre bateau. Est-ce que ces indicateurs sont bons selon vous? Petit indice, est-ce que ça vous aide à prendre une décision clairement? Pas du tout. Ça, c'est plus du reporting, typiquement. C'est un vrai document, ça sert à quelque chose, mais ça ne sert pas forcément à trop là, d'ailleurs, à prendre une décision. Ça sert juste à faire un reporting pour dire, là, on en est à, je sais pas quoi, là, à 20%, 25% du projet, 12% du projet. C'est comme un GPS. Ça peut aider à prendre une décision, mais ce n'est pas le but ultime. C'est une carte à l'instant T. Pour le même genre d'information qui est délivrée, globale, sur les projets, ça, c'est un peu plus sympa, en fait. Ça aide à prendre beaucoup plus de décisions. Je bossais dans une boîte avant qui était Théodo aussi, je ne sais pas si vous connaissez, l'ESN parisienne. En fait, c'est en extrême ligne, en fait. Ils réfléchissent vraiment à l'essence du truc pour que ça marche le plus possible. Ça, c'est le truc qui est affiché sur les télés, un peu plus joli, mais il est affiché sur les télés, dans les couloirs, pour voir que tout le monde comprenne instantanément. En gros, les informations importantes, je ne vais pas trop détailler aujourd'hui, mais en gros, les grosses informations qui sont hyper importantes et qui aident à prendre des décisions, c'est ça. En fait, à quel moment il faut livrer le truc. Il n'y a pas 10 000 infos. Hein. C'est vraiment, et les bots sont vraiment comme ça. C'est qu'on cherche vraiment l'essence. Si ça prend plus d'une page, on n'a pas rien. C'est vraiment l'essence, c'est est-ce qu'on est en train de louper le jalon. Donc là, vous voyez qu'on est en train de louper. Le rond, c'est ce qu'on avait prévu au départ. En haut à gauche, là, une petite légende. Et le triangle, c'est ce qu'on a livré au final. Donc là, il y a un énorme écart au standard. Donc ça aide aussi à comprendre, à s'améliorer. Et on a vu que ça allait décoder, donc on a pris une décision beaucoup plus tôt. On peut aider le client, pour dire comment optimiser le truc, etc. Ça, c'est la deuxième info. Et la troisième info qui est hyper importante, c'est ça. En fait, c'est la première qu'on lit au final. En gros, si c'est vert, je m'en fiche. Donc ça roule. Bon, là, c'est vert, mais en fait, c'est livré, donc on s'en fiche. Là, c'est orange, ça veut dire
risque avec un plan d'action. Il y a quand même un problème. On a prévu le truc, mais moi, en tant que manager, si je passe devant, je dis, ouais, je vais quand même voir s'il n'y a pas un petit truc. Et pour savoir ce qu'il y a, en fait, là, il y a le petit, je vous connaissez un petit peu Google Doc, là. Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez le détail. On n'affiche pas le détail directement dessus, sinon ça va embrouiller l'information. Ce qu'on veut, c'est vraiment sortir l'information pour prendre des décisions. Est-ce que ça, c'est des bonnes. Quelqu'un connaît ça ou pas? Qui utilise ça? Qui connaît Pluralsight? En fait, ça, c'est un outil magique que je vous déconseille. En fait, ça, c'est un outil que vous branchez sur GitHub, enfin sur GitLab ou autre, qui permet de savoir le nombre de commits, le nombre de peer reviews, le nombre de merges qui ont été faits par les ingénieurs. Et on peut voir ça par personne. Dans une boîte que je ne citerai pas, on m'a demandé de suivre ça par ingé. Et là, en fait, l'attention était faire en sorte que les ingés bossent plus. En fait, le CTO me disait, on peut même mesurer le nombre de lignes de code, etc. Donc là, l'intention est quand même pas ouf. En fait, c'est de. Donc, ils sont tous partis, les ingés. Moi aussi. En gros, c'était mesurer la performance des ingés. Et ça, vous aurez certainement le cas dans pas mal de boîtes. On demande souvent de dire comment on fait pour que les ingés mesurent la performance des ingés pour qu'ils bossent plus. D'où la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? En fait, tu ne veux pas savoir si les ingés bossent plus, tu veux que ton produit sorte en temps là, ou tu veux savoir où est-ce qu'il en est, ou tu veux savoir là. Tu ne veux pas savoir que les ingés bossent plus. Ça, on vient de tout du début. Ça, c'est assez horrible, mais ça existe. En fait, voilà. Pour partager. Et en Jira pour savoir combien de lignes d'écriture de story on fait. Il y a pas mal d'outils, ouais, c'est noir totalement. Non, en fait, moi je trouve ça hyper intéressant de creuser après la question quand quelqu'un me demande ça, c'est à dire, tu veux vraiment savoir. Si tu veux vraiment mesurer tes ingés, bon courage. Les ingés sont très très créatifs. Quand tu leur demandes de mettre des nombres de lignes, ils font OK, nombre de lignes, OK. Allez. On va mettre des lignes. OK. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil tout ça de mesurer, mais souvent on ne peut pas en fait mesurer. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas mesurer? Donc là, ça s'appelle Voyager dans le brouillard. Sarah, tu veux dire quelque chose là-dessus, peut-être? Oui, brièvement, du coup, donc, je suis product designer. Et souvent, dans l'équipe produit, on ressent un peu d'être la tête dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on peut sortir une fonctionnalité, mais on ne sait pas si ça va bien marcher. Il y a une partie où c'est sûr, on connaît bien le problème, on connaît bien l'utilisateur, on sait pourquoi on va le faire. Là, c'est bon. Mais il y a une partie où c'est un petit peu brouillard. Et donc là, le concept de voyager dans le brouillard, c'est juste de se dire qu'en fait, il y a énormément de moyens de le tester en amont. J'ai fait une formation avec The Design Pro et en fait, on a beaucoup appris sur les smoke tests. En gros, c'est des petites astuces qui permettent de tester une fonctionnalité avant même de prendre le temps de la développer. Par exemple, on n'est pas sûr d'une fonctionnalité, on va mettre un bouton qui va emmener vers un formulaire en disant ça arrive bientôt, laissez-nous votre contact. Et donc, derrière, on va creuser et comprendre pourquoi notre hypothèse finalement n'était qu'une hypothèse et pourquoi on n'était pas sûr d'elle. Ça, chez Blabla aussi, on a pas mal eu dans toutes les boîtes de plus de 100 personnes, je pense que vous l'avez, c'est les projets, tous les projets sont stratégiques, il faut les faire grandir le produit, etc. Et on perd de vue pas mal ce qui est innovation, etc. Donc, tout ce qui est innovation, c'est pas mal lié à ça. Et nous, on avait mis en place chez Blablacar ce qu'on appelait une New Business Team. En fait, il y a plein de super idées, mais personne ne pouvait le faire parce que ça ne rentrait pas dans la roadmap. Du coup, moi, je m'étais occupé de ça. En fait, c'est comment on fait pour tester, comme tu disais, Sarah, des trucs très rapidement. On avait fait le lien, donc il faut le traquer. Donc là, on revient sur le côté métrique. C'est OK, on n'a aucune métrique, on suppose que ça a marché. Donc là, j'ai un exemple concret, parce que tu vas me poser la question. Vas-y. J'ai un exemple concret, c'était notamment, on avait testé un petit deal avec Booking.com. On avait mis le lien à la fin, etc. En 1 ou 2 jours, pas plus. C'est vraiment un truc qu'on teste le nombre de clics dessus. Ça ne marchait pas du tout. En fait, ce qu'on n'avait pas prévu. Vous connaissez la courbe de Dunning-Kruger ou pas? C'est le je ne sais pas que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas que je sais que je sais. Donc, il y a plein de trucs qu'on est dans le brouillard, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Il faut être un peu humble là-dessus. Et là, c'était, on savait qu'on ne savait pas, donc on a testé et on s'est aperçu que les gens n'adhéraient pas du tout à Booking.com. Pourquoi? En fait, c'est tout con, c'est que quand tu réserves ton covoiturage, tu as déjà réservé ton hôtel, en général. Bah oui. Bien évidemment. Donc, en fait, voilà, on apprend vite. Au moins, on n'a eu pas beaucoup de gâchis. Ça, c'est cool. Et après, on a fait un deuxième test sur l'assurance auto. Pareil, on dit, bon, on va tester. Ça a super bien marché. Donc là, on a monté une nouvelle équipe. C'est moi qui m'en suis occupé. C'est la BU que j'ai fait à la fin de Blablacar. En 2 ans, on a monté l'équipe, on a créé le produit, ça a très bien marché. Et voilà, en fait, construire comme ça un peu en smoke test,
ce qu'on appelle le pied dans l'eau, là. C'est déjà avec votre pied, vous testez la température. C'est quoi l'appétence? Est-ce que ça peut marcher, pas marcher? Et toutes ces données très factuelles, ça vous permet aussi d'appuyer tous vos propos dans vos boîtes où vous n'avez plus besoin de battre des avis. Des opinions, c'est moi je pense que ça a marché. Non, je pense que ça n'a pas marché. Okay, donc en fait, vous basez sur du factuel, vous branchez les trucs, vous prouvez factuellement que ça va marcher ou pas, ou vous êtes planté. Et voilà. Et j'aime bien cette phrase aussi. Hein. Tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas l'améliorer. À retenir. Ça va? Yes. Encore 70 slides. La moitié. Non, c'est la fin. Ouais, ce qu'il faut retenir, hein, le takeaway avant de partir, l'intention, gardez vraiment ça en tête. Quand on vous demande des trucs, quand vous voulez mettre en place des choses, quand on vous dit, tiens, machin a fait ça, c'est vachement bien, faites pareil, etc., bah, posez-vous la question d'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Là, les métriques, c'est prendre des décisions, mais ça marche un peu pour tout. Hein, le côté intention, moi, c'est un truc qui me drive pas mal. Ouais, le voyant rouge du niveau d'essence, enfin, c'est un truc, l'intention est assez claire, et c'est voyant. Et pourquoi c'est rouge? C'est parce que c'est un truc urgent. Les KPI doivent être compris du premier coup d'œil et par tout le monde. Si vous mettez en place des choses comme ça, refactorez, j'allais dire, mais revoyez régulièrement vos KPI aussi. Est-ce qu'on marchait il y a 6 mois, elle ne marche pas forcément maintenant. Souvent, on a tendance à faire des dashboards qui s'enrichissent, tous les techs. Donc voilà. Et ouais, le reporting, c'est pas le mal. Hein. C'est pas mon message, mais c'est juste un usage différent. C'est vraiment pour moi un truc à l'instant T. Il peut aider à prendre des décisions, mais c'est surtout donner un état. Et merci beaucoup pour votre attention. Vous avez des questions? J'en ai une, je vais faire la première, c'est la plus dure. Quand tu reprends la pyramide de tout à l'heure, Ouais. avec son slide, pas grave, mais avec ça sera en visuel. Celle-là, ouais. Donc, où en haut, effectivement, tu es plus avec ton board, etc., tu es sur la vision, machin, etc. Plus tu descends, plus tu es dans l'opérationnel. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur un point que sur tes couches, layers, Ouais. de pyramide, c'est le menu d'avoir des KPI pour avoir de la communication bidirectionnelle. Par contre, un truc que je remarque, c'est que ça peut parfois, bien parfois, empêcher de la communication. J'entends par là, en fait, vu qu'on a les infos, via les KPI, des fois, on a une absence de remontée ou de redescente de communication. Le challenge, tu veux dire, de sorte pour challenger un peu les gens. Ouais, voilà. Et comment tu gères ça, en fait, comment tu fais en sorte que tes KPI deviennent un support à la discussion plutôt qu'un truc qui va enlever la discussion parce qu'en fait, on a déjà l'info. Alors, je n'ai pas de réponse magique, puis tu me donneras peut-être un exemple, mais moi, il y a un côté les rituels, les fameux rituels où tu discutes de ces KPI-là, quand tu les mets en place, c'est des moments un peu ritualisés. J'avais fait un truc, sur LinkedIn, j'avais fait un petit article dessus qui était un peu marrant, pour les rituels comme ça, avec les dirigeants de la Dakar, et leur donner des billets de banque. J'avais imprimé des petits billets qui s'appelaient Blablacoin, où je leur disais, ça, c'est votre bande passante de l'équipe. En fait, en gros, ils sont trois mâles blancs, 35 ans, hein, qui avaient un caractère assez fort tous les trois, et ils ne se mettaient pas d'accord. Donc, il y avait un très business, un très produit, un très tech, et ils n'avaient pas trop à se mettre d'accord sur le roadmap. Ils sont très gentils. Mais voilà, et du coup, ça redescendait dans les équipes, c'était compliqué. Donc, en fait, on avait ritualisé ça, où j'avais imprimé les billets. On disait, ça, c'est votre bande passante. Voilà les projets avec les prix sur les petites cartes avec marqué, ça, c'est 300 Blablacoin, ça, c'est 100 Blablacoin, etc. Achetez vos projets. Ça permettait d'avoir ces discussions-là, justement. Et j'ai eu très, très bonnes discussions là-dessus. Il faut trouver des petits trucs, ouais, tu as raison, il ne faut pas couper la communication. En fait, tout l'enjeu de tout ça, c'est comment tu réfléchis ça et comment tu recrées du lien, l'alignement de la communication. Et tout le challenge est bon. En fait, en gros, au niveau ingé, au niveau expertise pointue, il faut qu'ils comprennent pourquoi on fait les choses, comment on les fait et qu'est-ce qu'on doit faire. Oui. On leur dire comment faire. Gérer quand même. Ouais, ils doivent savoir les problèmes. Ouais, resserrer la pyramide en gardant les niveaux hiérarchiques et suffisamment de proximité pour échanger, mais suffisamment d'éloignement pour éviter les ingérences. Je sens un certain traumatisme. Oui, complètement. Non, mais en fait, j'ai bien dit, il faut qu'ils connaissent, c'est pas qu'on leur dise. Et inversement, en fait, en gros, tous vos niveaux, là, ils doivent connaître pourquoi on fait les choses, comment on les fait et qu'est-ce qu'on doit faire, à tous les niveaux. Après, la tech, elle own le comment on fait les choses, c'est elle qui définit comment on fait les choses. Le pourquoi, c'est plutôt les dirigeants de ça, mais ça n'empêche pas de challenger. C'est-à-dire que chez Blabla, le business challenger la tech, c'est pas de problème.
Enfin, il y a inversement, en fait, les techs changeaient le business pour vous dire pourquoi on doit faire ça, etc. C'était très simple. C'est pas toujours très simple. C'était globalement, ça passe très bien. C'est fait pour. Et oui, je suis d'accord, c'est très culturel. En fait, là, c'est un truc presque valeur de la boîte, quoi, d'être OK avec ça. Ouais, effectivement, le feedback, une fois que je peux avoir, peut être contre-intuitif. En fait, notamment en haut, côté board, côté exec, etc. Si tu as de très bons KPI qui remontent, si c'est bien fait, les équipes, etc., elles ont vraiment une belle maturité là-dessus. En fait, c'est hyper cool pour les instances au-dessus. Ils ont toutes les infos qui sont nickel. Et du coup, elles ne vont pas suffisamment en communication, en discussion et en redescendant d'informations et en redonnant de la vision, etc., tout ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, elles ont les infos qu'elles cherchent. Là où, quand c'est un peu plus le bordel, elles vont chercher les infos. Et du coup, tu crées la communication, en fait, par un manque de bons KPI. Il faut bien. Il faut bien. Il faut les deux, quoi. Dans ce que tu dis, il y a un truc intéressant, c'est Rémi Guyot, donc le CPO de Dakar, qui est arrivé vers la fin, là, qui a mis en place un truc, il avait fait un peu ça. En fait, il avait dit un truc intéressant qui va peut-être dans ton sens. À partir de ce niveau-là, donc ici, il y a en gros la stratégie de la boîte, ça c'est plutôt côté exec, management, etc. À partir de. Donc, il donne aux équipes un peu les OKR, des trucs importants à faire, mais globalement, tu vas te dire lancer la Pologne, lancer le paiement en Pologne, ça reste un truc très flou dans la conception même. Eux, ils font leur plan, donc là, ils discutent, ils échangent. Ils se font changer par le haut, et eux changent aussi par le bas. Je ne vais pas dire haut et bas, mais en gros, plus on est bas, plus dans l'expertise, sur ces niveaux-là. Ça se faisait pas mal à ce niveau-là, ouais. Là, c'était d'autres discussions, plus bord de machin, mais après, à partir du tech produit, ça se passait pas mal à ce niveau-là. C'est quoi la bonne fréquence à peu près des mises à jour de chacun? C'est ça que tu as montré tout à l'heure par rapport à les tickets, et peut-être que le la roadmap, on ne puisse pas forcément la faire à 3 mois, mais du coup, c'est quoi à peu près les choses pour justement assurer le suivi dans le temps et être sûr que ce qu'on traque aujourd'hui pourrait être traqué demain, voire est-ce que ça a toujours un intérêt d'être traqué demain? Et au-delà de la fréquence, le format aussi que tu utilises pour faire le pont entre les deux. Le format de l'échange, comment tu fais remonter l'information. Ouais. Il y a un truc important dans ce truc-là, c'est que c'est toujours communiquer en fait. Toutes vos slides qui parlent de delivery, à chaque fois, il faut ça dise, on rappelle c'est quoi la vision de la boîte, c'est quoi machin. En gros, c'est presque tout le temps, j'ai envie de dire le format. On va essayer de retrouver un exemple plus spécifique, mais tout ce qui est Nostra, c'est pas à un moment donné. Là, dans pas mal de boîtes aussi, je vois où on parle de la roadmap. En fait, on définit ça, on prend la roadmap. À partir de là, il y a une sorte de ciseaux en fait. Les équipes se démerdent entre elles, elles ont complètement perdu de vue ça. C'est hyper important de tout le temps garder de vue tout ça, parce que ça peut bouger. Et on perd la vision de tout ça. Redis-moi ta première question, pardon. Alors, c'était toi. En fait, la fréquence, donc je disais tout à l'heure, par exemple, pour les OKR, c'était donc 3 mois, on a vu que ça marchait pas. En fait, on était beaucoup dans l'expérimentation. Soyez hyper agile là-dessus, sur le côté, tentez-vous, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc, faut tester, faut y aller. On s'est planté 1 milliard de fois, plein de trucs. C'est fatigant, mais on apprend beaucoup. Et en fait, les 3 mois, ça marchait pas bien. Je sais pas où ils en sont. Moi, je suis parti en 2019, donc je sais pas trop où ils en sont d'abord en ce moment. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, mesurer, s'adapter, s'améliorer. C'est vraiment toujours le truc qui nous a beaucoup sauvé, je pense, beaucoup aidé chez Blabla. Donc, 3 mois, ça marchait pas. Donc, on a fait le bilan. 1 mois, on est pas mal. 2 mois, on n'est pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 mois glissant. Par contre, c'est chiant parce qu'on passait quand même de plus en plus de temps sur ces trucs-là. Donc, on était passé avec les dirigeants. Moi, je passais genre 3 grandes journées à réfléchir sur la roadmap. Les 3 mois, c'est pas la petite discussion, donc c'est un peu relou. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, au bout d'un moment, c'est de dire, comme je vous avais montré, alors je peux vous laisser cette slide-là, ça va, où là, c'est sur 1 an, mais ça marchait pas trop. Alors en fait, faut le faire en continu, ce truc-là. Il faut le faire vraiment, garder de vue tout le temps les OKR, savoir tout le temps où on en est. À chaque rappel de délivrer, de dire, pour rappel, on avait ça, et voilà où on en est. Là, on n'a pas trop vu de métriques sur les OKR précisément, mais l'OKR est là, voilà où on en est par rapport à ce qu'on a fait au début. Suivre le truc. Et la roadmap, on la revoyait tous les mois. De manière assez légère, on réadaptait. Et tous les 2-3 mois, on donne un peu plus de fond, quoi. On creusait le truc. Parce qu'il se passe tellement de choses. On a de la chance, on ne reçoit pas des immeubles, donc on peut changer la vie d'un mois à l'autre quasiment. Donc c'est plutôt cool dans nos métiers. Donc on faisait ça assez souvent. Mais en fait, je n'ai pas d'autres réponses qu'un peu tout le temps, quoi. C'est vraiment le côté. Alors, moi, j'étais plutôt sur le niveau de la vision, qui du
Alors la vision, là, c'est côté plutôt board, etc. Donc c'est vraiment un truc, enfin, c'est vachement conjoncturel. J'ai pas de bonne réponse. C'est très conjoncturel, typiquement chez Blablacar. Donc au début, c'est que du covoiturage. Il y a Webus qui est arrivé à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, 2014, je ne sais plus, Karma. Et en fait, c'était pas une vraie concurrence. Alors ça, c'est intéressant. Ça. On voyait le KPI continuer à monter en covoiturage. Donc on regardait tous nos trajets global en France, ça continue à monter. Très content. Puis à un moment donné, on a commencé à segmenter un peu les trajets. On faisait grande ville, petite ville, grande ville, et petite ville, petite ville. On avait segmenté en 3 parties. En fait, on s'est aperçu que le grande ville, ça diminuait. L'écart prenait le chemin dessus. Donc là, en fait, conjoncturellement, on s'est dit petite crise. En fait, on a une grosse merde qui arrive. En fait, on ne voyait pas parce qu'on s'était noyé dans la masse tous les covoiturages. Donc là, en fait, on a réajusté assez rapidement. Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est vraiment en fonction de ce qui se passe. C'est un peu tout le temps. C'est un truc que tu gardes tout le temps en tête. De manière profonde, il n'y a pas de vrai truc. En fait, au moins une fois par an, de toute façon, tu revois le truc. Après, c'est un truc que tu gardes en tête et que tu communiques tout le temps. Il faut vraiment communiquer tout le temps. Il ne faut pas faire cette erreur-là de se dire c'est bon, en janvier, j'ai une super vision pour la boîte, on verra en décembre si je l'atteins. Vraiment, je suis bon. Une question. Oui, monsieur qui a retard. Ce que tu viens de dire là, c'est un peu la réponse à la question pourquoi les OKR, c'est bullshit. Si tu ne le fais pas de manière continue, ça va devenir bullshit. En fait, mon vrai message de tout le. Tu as tout compris. Le message à toute la presse, c'est l'intention que tu mets derrière. Tous les outils que tu prends sont tous bullshit. Un exemple concret en ce moment que j'entends tout le temps, c'est faire du shape-up, ça marche trop bien. En fait, pourquoi tu veux faire ça en fait. C'est exactement ça. Si tu as l'intention derrière, tu suis le truc, tu prends ça sérieusement, ça marche très bien. Shape-up, ça marche très bien. Et quel problème tu dois régler avec. Vous voyez ce que c'est shape-up ou pas? C'est une méthode lean, vous allez entendre parler, un truc à la mode qui va arriver là. Et, en fait, au côté Scrum, c'est une surcouche de l'agilité et qui marche par cycle de 6 semaines. C'est 2 tracks en parallèle de 6 semaines avec du cooldown de 2-3 semaines. Du delivery et des paris. Enfin, en fait, c'est une autre vision de la pyramide. Et ça marche. J'ai mon fils dans une boîte où ça marche très bien. Je n'ai aucune critique là-dessus. Mais encore une fois, pourquoi tu mets ça en place? Là, j'accompagne une boîte où ils ont dit exactement ça. Et, avant que j'arrive, c'était on a fait shape-up parce que c'est bien. La première chose que j'ai fait, c'est arrêter. Parce qu'en fait, ça ne répondait pas aux problèmes de la boîte. Ça complexifiait le process. On est revenu à un truc basique. Et en fait, on n'avait pas besoin de shape-up à ce moment-là dans cette boîte-là. C'est l'intention. Le OKR, pour moi, c'est pas bullshit. Il n'y a rien qui est bullshit si tu comprends l'intention et que tu mets en place sérieusement. Et souvent, les boîtes, en tout cas, nous, chez nos clients, ils mettent les OKR, mais il n'y a pas tout ce qui est au-dessus. Il n'y a pas la vision, il n'y a pas les bêtes, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est complètement hors sol. Et du coup, il n'y a pas l'intention. Principalement à caler des directives. C'est ça. Ouais. Alors, c'est pas simple. C'est souvent chiffré du chiffre d'affaires. Justement, quand tu es dans ce cas-là, effectivement décrit que tu es au OKR et que toi, ton niveau, c'est là, comment tu fais justement pour essayer d'aller chercher les éléments justement au-dessus? Il y a une méthode derrière. Tu les as pas? Tu les as pas, ouais. Justement, qui sont définis, tu as des OKR qui sont définis, mais tu n'as pas tout ce qui est au-dessus. Tu fais référence à un truc. En fait, je dis souvent quand le corps est malade, la tête est malade, c'est ça? En fait, en gros, quand les équipes vont pas bien, en général, c'est souvent la tête que ça va pas. Quand vous voyez un truc qui chez Blabla, on a eu ça à un moment donné, on s'engueulait avec le Head of Product. Enfin, ça n'avait pas moi, Head of Engineering à ce moment-là. En fait, on n'était pas d'accord. À un moment donné, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas nous qui ne sommes pas d'accord, c'est les dessus qui ne sont pas d'accord. En fait, on est remonté un cran. On gère ça. En fait, posez-vous toujours la question à quel niveau ça déconne. Souvent, quand on est malade, c'est que la tête est malade. Donc, remontez d'un cran, et si vous n'avez pas la réponse de la vision de la stratégie, remontez d'un cran. Et vous allez voir, c'est souvent le cas. Après, ça peut très bien être dans une situation où tout se passe très bien, sauf qu'on voit que la boîte grandit. On va vraiment prendre des décisions pour justement continuer à préserver cette bâtiment. Moi, je travaille dans une petite structure. Tout se passe très bien, tout le monde s'entend très bien, c'est génial. Sauf que, parce que du coup, on est tous sur le même mood. Mais à un moment donné, ça va grandir. Et donc, du coup, il faut qu'on commence à penser à ça. Comment on s'y prend? Tu vas avoir des étapes clés, enfin des petits virages que tu vas avoir. Genre la première fois qu'on crée 2 équipes, alors qu'on en a qu'une. Comment on fait pour garder la communication, etc. Tu auras plusieurs étapes clés, etc. Accompagné par quelqu'un compétent. Non, mais en fait, tu faut te mettre des petits indicateurs, justement. Les petits métriques vont t'aider à détecter ces moments-là. Tu sais à l'avance que ces 2-3 moments, quand tu passes. Vous êtes combien là? 21. Ouais, vous êtes combien en delivery? Vous êtes combien?
En délivré, on est une équipe, je fais partie de la boîte de Luc, donc on est 3. Ouais, donc c'est petit encore, effectivement. Donc, vous pouvez encore monter à 6, 7 max. Voilà. Nous, on a vu la différence chez Blabla quand on est arrivé à 10. En fait, on s'était mis une métrique. Alors, je parlais des métriques un peu officieuses qu'on avait chez Blabla. Il y en avait une, c'était on avait réunion de dev, donc une réunion classique, vous avez certainement tous au début quand on est petit. Je ne sais plus, c'était vendredi midi, je crois. Je crois que c'était vendredi midi. Ouais. Voilà, à 11h, on se fait des réunions, où on en est, etc. Classique. Au bout d'un moment, cette réunion, elle ne marchait plus. En fait, avec 10 personnes, à partir de 10 personnes, 9 personnes, ça ne marchait plus. Ça ne parlait plus, personne ne parlait. Et vraiment, il fallait bouffer 11h, 11h30, midi. Et là, on s'est dit, OK, ça ne marche plus. Donc là, il faut faire quelque chose. Là, c'est un peu douloureux parce que ton cerveau, il a du mal à dire, il faut changer les choses. Le changement, c'est quand même chiant, mais il faut faire. Donc, du coup, tu mets tes métriques, tu mesures que ça ne marche pas. Et là, tu dis, c'est le moment de changer quelque chose. Une autre métrique qu'on avait, c'était qu'on était un peu plus grand, on devait être. On s'était dit, un projet ne doit pas prendre plus de 2 mois. J'aime bien, t'es gentil, mais on ne parle pas plus de temps. Mais en fait, en gros, un projet ne doit pas prendre plus de 2 mois. Ça veut dire, définis ton projet pour qu'il ne prenne pas plus de 2 mois, déjà, en amont. On redécouvre, machin, on se débrouille, etc. Et en fait, on avait mesuré que certains projets mettaient 2 mois, d'autres mettaient 9 mois à sortir. La rebelote, les métriques sont pas bonnes. C'est un peu officieux parce que ça vend un truc contre nous pour cette année. Du coup, on analyse pourquoi. Moi, je m'étais pris Gérard, j'avais analysé un peu de data. J'avais regardé un peu tout, analysé tout ce qui se passait. Et le truc, c'était l'organisation qu'on avait mis en place. Elle marchait à un moment, mais elle ne marchait plus maintenant. Le fameux truc, ce qui nous amenait là, ne nous amènera pas forcément plus loin. Il a beaucoup d'arrivées chez Blablacar. Et on avait mis en place une orga qui était, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, c'était Component Team, je sais un nom, mais en gros par métier, avec une front-end, etc. Et ça marche bien pour résoudre un problème qui est lié à la tech ou à la stack. À un moment donné, quand on parle de projet, en fait, il y a la roadmap de l'un. OK, j'ai fini, à toi. Ouais, mais moi, c'est en 3 mois parce que j'ai pas fini ma roadmap. OK, en fait, ça faisait des sauts plus comme ça et le projet mettait facilement 9 mois pour sortir. Donc là, on a réorganisé la boîte à ce moment-là, l'équipe delivery, grâce à ces métriques-là, en se disant, alors, quand je dis, ça paraît simple, on a machine à organiser ça. Mais c'était hyper intéressant. C'est de se dire, OK, ça marche plus, il faut changer ça pour que ça fonctionne. En fait, c'est difficile d'anticiper, c'est un peu sur le moment où. Mais toi, ouais, c'est pour ça qu'il faut se mettre des métriques pour mesurer. Tu prends ton thermomètre, en fait, et tu dis, OK, là, ça marche bien, gardons ça en tête. Il faut vraiment garder ça en tête. En fait. Comment ça se fait qu'on ne pas 2 fois plus vite? Comment ça se fait qu'on ne développe plus comme avant? Comme machin. Mets-toi des trucs un peu représentatifs pour toi et simples. Le fameux. Attends, merde. Ça. Toi, t'en es là. Et pas là, donc mets-toi des métriques simples. En disant, un projet doit sortir à telle date. Alors, tu peux mesurer juste le nombre de dates de release qu'on a loupé, quoi. Simplement. Ou l'écart par rapport à la date prévue, etc. Des trucs assez simples que tu mesures dans ta tête et tu dis. Moi, je me faisais souvent des rétrospectives tout seul aussi. Regardez, bon, OK, dans l'année, on a fait ça, où est-ce qu'on en est, etc. Grosso modo. Prendre la température. Hein. Ouais, ça, c'est important. Et il faut savoir que la boîte se réorganise en fonction du nombre de personnes. Il faut déjà prévoir un peu ça. D'autres questions? J'ai une question. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Tu veux que je refasse tout? Les OKR, c'est issu de la vision et puis des stars là, qui sont développées en des sous-tâches, etc. Ça, c'est issu de la vision du board. Ouais. Les KPI, ils sont déterminés en fonction des OKR, nécessairement, non? Alors, KPI, c'est très large. Les KR, pour moi, c'est des KPI. Tu peux suivre. Les KR, c'est les qui résultent, et après, tu mets des KPI pour les suivre. Ouais. Je ne sais pas si c'est ta question, mais. Du coup, si les OKR, ils doivent être produits tous les 3 mois, les KPI doivent être produits aussi. Potentiellement, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux mesurer? Est-ce que tu as les bons. En fait, en gros, c'est qu'est-ce que tu veux mesurer? Quel est le succès? Comment tu vas t'assurer que ce que tu as mis en place fonctionne? C'est un succès. Ça, c'est les OKR. Et comment tu vas faire en sorte de pouvoir le mesurer, ça? Ça, c'est les KPI. C'est le thermomètre qui va avec. Si je suis clair. Si, ça va. Je me dis juste que si tu fais trop de KPI, t'es foutu. Ah oui, c'est pour ça que exactement. Et ça, c'est le syndrome qu'on a. Je remonte ça, mais c'est exactement ça, en fait. Il faut mettre celles qui te correspondent, dont l'intention est claire et qui correspondent à ce que tu peux mesurer. Ça dépend aussi.
Qu'est-ce que tu veux? Quand tu parles de projet et stratégie, oui. Mais moi, si on parle purement de delivery, bah, ça c'est ton problème, c'est dans ton équipe. C'est qui a payé pourquoi. Mais oui, bien sûr. Si le board il a dit là pour blabla, bah, pour sortir la Pologne en mars, le paiement en Pologne en mars, bah, en fait, il y a une vraie réflexion derrière qui nous est partagée, etc. Hein, mais qui, moi, je ne vais pas remettre forcément en question, en fait. C'est pas le sujet. Il y a une décision, on en discute, mais c'est une décision qui est prise à un niveau, un niveau plus business. Plus... En fait, en gros, c'est un peu ça, c'est la vision elle est quand même vachement loin dans le temps. Donc, eux, ils ont réfléchi sur le 3, 4, 5 années qui viennent. Donc, toi, quand tu fais ton dev, c'est bien d'avoir cette vision-là, il faut que tu l'aies, que tu comprennes. Par contre, tu réfléchis plus à ton expertise plus court terme. Comment on disait pour fédérer autour de la vision? On faisait pas mal, c'est un peu la même question que tout à l'heure. En fait, on faisait pas mal de choses. Il y avait des gros lens, un peu des gros lens, des grosses présentations. En fait, on faisait une présentation par mois, 2 semaines, je ne sais plus, toute la boîte. On rappelait un peu tout le truc très stratégique, très haut niveau. Après, dans ces présentations-là, les équipes présentaient aussi leurs achievements. J'ai un langage de start-up, c'est horrible. C'est moi. Faut que tu me prouves ça. Bref, le truc atteignable. Là. On faisait ça toutes les 2 semaines, tous les mois. On faisait des gros séminaires. La boîte aussi, on en parlait pas mal. Il y avait des grosses messes aussi où plus de cas, à un moment donné, on avait fait une sorte de stand où chacun venait expliquer leur projet, etc. On a essayé pas mal de choses. Mais j'ai pas de règle magique là-dessus. C'est vraiment tout qui appartient à votre ADN à vous. Faut trouver. Mais il faut mettre de l'énergie. Le vrai truc, c'est qu'en termes de management, c'est beaucoup d'énergie. Il faut les mettre. Surtout en télétravail, je pense que ce que je constate aussi, c'est que le télétravail a vachement agrandi encore ces distances-là. Je ne suis pas contre le télétravail. Pas au contraire non plus, mais en fait, je suis pour un mélange de télétravail, c'est très bien pour se concentrer, focus, la vie de famille, etc. C'est génial. Par contre, pour la vie de l'équipe, c'est un enfer. Pour les managers, c'est un enfer. Il faut mettre beaucoup plus d'énergie avec le télétravail sur bien communiquer, s'assurer qu'on a bien compris, remettre ça, etc. C'est hyper important. Ces réunions, justement, elles étaient pour tout le monde, toute la boîte, ou uniquement non, tout le monde. les managers? Non, tout le monde. En fait, on avait quand même une culture de la transparence. C'est un vrai enjeu pour nous, transparent. La crise salaire, c'est pas trop transparent, c'est un sujet tabou en France, mais globalement, tout le reste, c'était assez. En fait, ce qui est vachement bien dans le côté de transparence, que j'aime beaucoup, c'est est-ce que tu es capable d'expliquer ton métier à quelqu'un d'autre. Le CFO nous expliquait des trucs de finance, c'est assez cool, et on comprenait. Et inversement, des gens très bas niveau, plateforme, archi, ils expliquaient tout à toute la boîte. Notamment, on avait une attaque des DOS une fois. On a eu une attaque assez grave par la pays de l'Est. Le jour où la Russie, dans son site de covoiturage, on a une attaque des DOS. Et quelqu'un de l'archi a réussi à expliquer de manière très simple, a réussi à expliquer à toute la boîte. Il y a vraiment un enjeu de transparence pour moi qui est hyper important. Si vous n'êtes pas transparent, en fait, ça cache des choses des fois. Bon. L'autre élément, c'est, enfin, tu l'as dit, il faut surtout que ce soit inspirant. Une vision, on veut gagner 3 parts de marché. Ouais. En fait, les leaders mondiaux de ça. On veut dépasser Amazon. L'envie, c'est la meilleure stratégie. Ouais. C'est donner envie. Je ne sais pas si vous faites de courir. Moi, j'ai pris cet exemple-là parce que ça me parlait pas mal. Mais vous trouvez un exemple, qu'est-ce qui vous drive dans la vie en fait à ses côtés, mon côté coach qui parle, mais quand on veut mettre les gens en mouvement, on leur crée de l'émotion. En fait. On fait en sorte qu'ils génèrent de l'émotion. Par la visualisation, donc le côté voir l'objectif final, voir la vision, ce que tu dis là, c'est créer une émotion, c'est voir le truc, donner envie de. Je ne sais pas ceux qui courent pas et qui voient un marathon, ils se disent, ils sont complètement cons de courir. Donc oui, un peu. Vous avez faim? Non. Ah, non. Ouais, j'ai encore une question. Je trouve ça dommage souvent en fait de perdre des opportunités d'innovation parce qu'on ne laisse pas la possibilité à tout le monde de s'exprimer sur l'évolution possible du produit et notamment de pouvoir faire remonter des idées. Du
Je me demandais comment c'était organisé dans les boîtes dans lesquelles tu étais passé. Très bon débat. C'est une très bonne question qu'on s'est posée maintes fois. Donc, comme on disait là, le bateau, voilà. Alors, on a du mal à bouger le bateau, à changer de direction parce qu'il y a une inertie assez forte dans ce qu'il doit faire. En gros, on avait défini nous 4 types de projets: stratégiques, opportunistiques, run et pragmatiques. Donc, les stratégiques, c'est les trucs de roadmap, les gros cargos là. Les pragmatiques, c'est les petits projets qui venaient comme ça, des petits trucs, des petites idées. À mettre en place, c'est un peu plus compliqué, j'en parlerai après. Les opportunistiques, c'était il se passe un truc dans le monde là où il faut faire quelque chose maintenant. On a, comme ça, grâce à ça, ces projets opportunistiques, on a réussi à racheter le concurrent allemand. On avait un concurrent allemand historique, il a fait une connerie. Il a fait le paiement. Vous covoiturez un peu, certains? Donc le paiement, il se fait côté passager. Eux, ils avaient fait le paiement côté conducteur. En gros, tu mettais ton prix 24 €. Enfin, c'était quoi le truc? Tu mettais 24 € et tu n'avais que 20 € à la fin. Mais ils disaient, bah non, j'ai mis 24 €, j'ai 24 € quoi. Alors que c'est revenu au même au final. Enfin, c'était juste la manière de voir les choses. Donc, tous les clients ont commencé à partir, à venir chez nous. Donc là, on a lancé le site en une semaine, mais c'est tellement pour venir les bouger. Franchement, pour moi, c'est une leçon de vie assez forte au niveau darwinisme. Alors tout le monde était super content dans la boîte, ouais, il est trop fort, machin. Alors c'est bien parce que ça peut s'inverser. Ça marche très liquide le covoiturage, donc on loupe un truc, en une semaine, ça peut basculer. Donc en fait, l'innovation, c'était une réponse. L'autre réponse, c'était ce que je disais tout à l'heure sur la New Business Team dont je parlais. En fait, c'était créer une équipe qui fait ça, fait des trucs, etc. On a fait un autre truc qui était très sympa aussi, c'est des hackathons. C'est 24 heures de code, on payait une pizza, on dormait sur place, c'est pas si ouf. Et pitch au début, chacun faisait son petit pitch de 2-3 minutes pour recruter sa team. Et pitch à la fin avec la démo, etc. C'est incroyable. En fait, on avait des trucs de ouf. Et on a 2-3 trucs qui sont sortis quand même vraiment chouettes. Et au-delà de voir des idées sympas, c'était encore plus d'émotion, on appelle ça de merde, d'appartenance à la boîte. C'était très fort. Ouais. Et on mettait un thème parfois, mais le but, c'était pas forcément d'avoir un truc. Évidemment, le dirigeant disait ah ben, on va profiter pour faire ce projet-là. Non. Voilà, là, le but, c'est que ça revienne côté ingé produit, que chacun fasse ce qu'il veut. Il y a de très bonnes idées qui vont sortir de ça. Et on jetait 90%, c'est pas le sujet, mais c'est pas grave. En fait, ça permettait de réfléchir, de mettre des choses sur la table qui étaient hyper intéressantes. C'est vrai que souvent, entre le produit et les ingés, ouais. Ça a du mal à être heureux. Il faut, ouais. Ça, c'est un vaste sujet, ouais. Chez Back Market, pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez déjà acheté chez Back Market, mais à l'époque, ils avaient que tu pouvais acheter avec du PQ. Et le PQ, ça avait de l'or pendant le Covid. Alors, à un moment donné, tu regardes ça, tu te dis, à quel moment c'est passé dans la roadmap? En fait, on fait ça pendant un hackathon et ça fait c'est très dans la culture de Back Market. Il faut que ça soit aussi un peu dans l'ADN de la boîte. Back Market qui est très sur le côté un peu provoque, un peu rebelle. Alors là, tu touches aussi un truc profond, c'est la valeur de la boîte. Ils n'ont pas ces valeurs-là. Moi, je suis pas beaucoup à ces valeurs-là, j'ai fait que ça, mais une grosse boîte, machin, qui sont presque rosées, j'y crois un peu. Enfin, ça m'intéresse moins. Mais ouais, ça touche vraiment l'ADN de la boîte. C'est à chacun, enfin, quand je dis ça touche l'ADN, c'est pas, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut vraiment défendre le truc, là, on touche un truc. On parlait de quel type de projet, je crois? Ah, pardon, stratégie, opportunistique, run et pragmatique. Stratégique, c'est les projets roadmap. Pragmatique, c'est les petits projets pour améliorer le quotidien des équipes, etc. Opportunistique, c'est les projets qui sont un peu une opportunité. Et le run, ouais, j'ai pas dit ce que c'est le run, mais enfin, je pense que vous le devinez. Les trucs un peu de fond, les tickets qui vont. Pourquoi on avait fait ça aussi, un truc intéressant, une bonne métrique, on mesurait l'évolution de ces 4-là, pendant le niveau bonne passant. Donc en gros, quand le dirigeant disait on va pas 2 fois plus vite, qu'on avait mis ça en place, on s'est rendu compte que ouais, il y avait 60% de run. En fait, ce qu'on ne voit pas, ça vient sur ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Là, tout ce qui est opinion, là, on dit, en fait, les équipes n'avancent pas, vous le mesurez. Ah bah oui, mais en fait, la roadmap, on n'est que 30% dessus du coup. Il y avait deux trucs, 30% sur la roadmap, tout le reste, c'est sur d'autres trucs. Oui, c'est normal que sur 70 ingé, pourquoi il reste, quoi. Donc là, vous mettez des KPI clairs au niveau OKR, on a dit, passer de 60 à 30% de run.
un truc raisonnable, on en discute, machin. C'est quoi le pourcentage de run acceptable? Enfin, tout le monde est OK, de toute façon, il en faut. Il faut des bugs, des machins, des trucs. Ben, c'est 30%. Si on est au-delà de 30%, ben, on prend des décisions. La décision, c'est on arrête la roadmap. On fait que ça. On a fait ce que Fred Mazella a appelé le projet Rolls-Royce. On a filé un peu tous les tickets de 60 à 30%. C'est prise de décision. On entend un peu différent aussi par rapport au hackathon. Les design sprints aussi. Les design sprints, vous avez pas intéressant. Design sprint? Ouais. C'est dans les... Alors moi je connais pas, tu connais? Ouais, c'est. C'est top. L'idée c'est sur une semaine, c'est le schéma de base, c'est une semaine, donc 60 jours. De prendre différents profils, aussi bien du produit, PO, du design, du tech, et de définir en fait, balancer des idées, c'est vraiment de mettre les ensemble. Et à la fin de la semaine, en fait, c'est d'avoir un prototype qui est testé. Montrable des mots. À générer de l'émotion aussi, on essaie un petit peu en. C'est pas nécessairement Ouais, ça peut être du non, mais c'est ouais, c'est très bien. Ouais, bah, c'est dans le même genre, mais c'est. C'est pas obligé, on est posé à un ça permet aussi déjà d'acquérir des notions et du coup, ça permet vraiment de valider aussi Est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez vu ce genre de remarques dans les hackathons? Il y avait une remarque à la fin en disant bah, c'est bon, ça marche. On peut mettre en prod. Non, ouais. Mais tu vois, on a du mal à voir, quand on voit le truc très sympa, on a du mal à savoir que derrière, dessous, là, il y a quand même tout un truc à construire. Que ce soit à Coton ou des trucs, c'est bien, c'est qu'il y a émergé beaucoup d'idées. Ouais, c'est vachement bien ça. Après, ça nous pousse quand même aussi. Ah bah ouais, faut mais pas toujours chaud. Non, faut pouvoir se le permettre de bloquer une semaine avant là. On touche un peu les valeurs de la boîte, là, le côté. Mais OK pour accepter ça. Ouais. Et chez Blabla, c'était compliqué de vendre ça. C'est un truc genre, ouais, c'est trop bien. Fallait le battre un petit peu, quoi. Ce qu'il y a à faire, nous, c'est d'étaler ça sur la semaine. C'est-à-dire que tous les jeudis, les jeudis, c'est tranquille. Vaste débat. Les jeudis, c'était on reprend le sujet de ce qu'on était arrêté par rapport au. Et ça marchait, ça? Ça marche un temps, jusqu'à une certaine volumétrie de personnes. Quand ça reste petit, ça va. Quand on grossit, ça commence à devenir compliqué. Et ça devient compliqué aussi quand on a tout d'un coup beaucoup de runs. C'est-à-dire que quand on a tout d'un coup beaucoup de runs. C'est le premier truc qui dégage. Voilà, c'est le premier truc qui saute. En fait, c'est difficile de dire tous les jeudis, alors qu'on a un gros run, un gros SAV, un gros truc. C'est un vrai truc. Tout ce qui est cyclique, moi, le constat, c'est que ça s'essouffle au bout d'un moment. Tout ce qui est cyclique, au bout d'un moment, c'est bien pendant un temps. Évidemment, ça ne marche plus. Et tout ce qui est cyclique, c'est toujours renouveler de l'énergie. Trouver une autre manière de faire. Mais je suis assez pro ce genre d'idée d'innovation, je trouve ça cool. Une dernière question. Justement, tu parlais des différents niveaux et est-ce que tu as déjà vécu ça et comment l'organisme entre guillemets peut agir derrière? C'est le cas du fondateur qui arrive et qui a une super nouvelle idée qui change tout genre de business model, par exemple. Comment ça se passe derrière? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour faire ça? Et puis surtout, comment tu fais aussi, même si on ne va pas aussi loin, mais comment tu fais pour adapter les indicateurs que tu as pu mettre en place, qui doivent continuer à vivre entre guillemets, parce que des choses qui sont en cours, mais avec tout le reste qui sont reçus. Je ne sais pas si c'est la réponse de la bonne, c'est ça, mais il y a un truc qui marche assez bien avec la métrique, c'est de montrer les conséquences. Souvent, s'ils font ça, c'est que ça fasse ce que les équipes font. Dans pas mal de boîtes, ça change toutes les semaines. Là, dans la boîte où j'étais avant, il y avait un CEO célibataire qui avait plein d'idées le week-end, il arrivait lundi matin. Et en fait, lui, il attend qu'une chose, CEO, c'est de se faire driver, en fait. Quand lui, son problème, lui, c'est de se faire plein d'idées. Génial, faut pas casser ça. Par contre, pour arriver à le canaliser. Nous, on y arrivait assez bien avec lui, du coup. Mais tu lui montres les conséquences, en fait. Tu lui dis, bah, si on fait ça, on ne fera pas ça. C'est OK pour toi. Donc, il y a le côté pierre et bocal, là. Et, vous connaissez les pierres et le bocal? La théorie de solution à la moitié dans le en gros, pour gérer votre temps, c'est une question de linéaire, vous n'avez pas le choix. Vos projets, ils ont présenté une pierre. Alors, tu connais ou pas le pierre? Tu connais? Merci, tu ne connais pas. Ça, très bien. Oh, bye. Tu as des pierres comme ça, des petits cailloux, du sable, tu as 3 tas. Une jarre,
à côté, tu dois remplir avec les 3 arbres. Tu commences par quoi? Ouais, comme ça, instinctivement, le sable pour consolider et venir. Voilà, ça, c'est le côté instinctif. Donc, en fait, ça, c'est pas bon. C'est le fait de pas. On je vais vérifier avant quand même. On est tous en gros, dans ta gestion du temps, il faut commencer par les grosses pierres. Pourquoi? Parce qu'après, tu fais des cailloux qui vont sur le pierre. Après, le sable qui finit. C'est la blague qui dit on va mettre de la bière à la fin pour prendre des trucs. Ta gestion du temps, elle est vraiment comme ça. Qui me pose la question? Je sais pas. Ah, ça fait 2 fois. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Et ouais, du coup, voilà. Donc, en gros, c'est 3 grosses pierres, des 3 gros projets qui rentrent dans le bocal. Et lui, il arrive avec 2 pierres. Et ben, ok, j'aurais 4 pierres. Tu lui montres quelle pierre tu veux retirer, quel projet tu vas retirer du truc pour faire ça. Après, si tu mets le sable en premier, tu mets les petits cailloux après tu ne pourras plus mettre les grosses pierres par-dessus. On pourra plus. Et dans votre gestion du quotidien, vous allez vous constatez souvent quand vous commencez votre semaine par les petites tâches un peu tranquillou, machin. Arrivé à la fin de la semaine, c'est j'ai pas fait mon gros machin, je vais faire cette semaine. Commencez votre lundi matin à faire vos gros cailloux. Voilà. Pour le coup, le management visuel marche vachement bien pour ça. Ouais. Physiquement, exactement. Tu dois enlever pour faire autant de place à l'idée. Et bah, en fait, ça va enlever ça, ça va enlever ça, ça va enlever ça. Tu sais que les biais, c'est tout ça. Les biais, c'est exactement pour ça, en fait. Ça marchait trop. En fait, c'est excellent parce que le CTO voulait acheter un projet. Il disait, bah, moi, je veux acheter ce projet-là parce que je sais qu'on va dans le mur si on ne le fait pas. Mais je sais que ce projet-là, je vois un problème, je sais mais on s'en fout. Je sais que celui-là est plus important au niveau business. Il a acheté l'autre projet. Les 2 autres, ils ont regardé, ils ont fait, comment ça, on va dans le mur? Ça a suscité une discussion, en fait. C'était vachement intéressant. Et du coup, ils ont acheté l'autre projet. Ils ont acheté le projet tech. C'est un vrai projet de ça. Il y a ce côté, comment on se tient dessus. Vous avez le même fric au début? Ah, pardon. Un peu, oui. Toi, t'as 10, toi, t'as 100. Oui, ils avaient le même. En gros, ils avaient 300 chacun. Ils se débrouillaient. En fait, le jeu, c'était vraiment susciter la discussion. C'était vraiment créer ce moment-là. C'est un jeu pour qu'ils ne puissent pas tout acheter. Ils doivent toujours avoir moins que tout ça. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est le côté promo, là, le côté. Ça, c'est hyper intéressant. Ce qui est machin, c'est montrer ce que vous n'achetez pas. Donc, on ne fera pas ça. On est tous d'accord qu'on ne le fera pas. Il y a beaucoup d'implicite dans tous les choix. Dire, on va faire ça. Ok, donc on va faire ça aussi en même temps. Non, on ne fera pas. Vraiment, on ne fera pas. Parce qu'il faut le acter, le créer, on ne fera pas. Ça sauve des vies. Bon. Très bien, merci à tous. Merci. On va couper ça à la